concernant la partie sur le signal d'alarme, le fait de dire qu'il y a un retrait conscient des citoyens éduqués, ça nous ramène à dire, et c'est en lien avec ce qui se passe, les montées des populismes et des extrêmes droites en Europe, ça revient à dire qu'on laisse du coup à la marge de la société, sur le banc, toute une catégorie de citoyens de plus en plus éduqués, de plus en plus conscientisés, mais tellement dégoûtés qu'ils préfèrent rester sur le banc de touche. Voilà, donc du coup c'est vraiment un signal d'alarme parce que ça laisse monter les populismes et les extrêmes, donc vraiment une très grande inquiétude, surtout après les résultats de la présidentielle qu'on a eu là il y a quelques jours en Autriche, et puis bien sûr nos scores internes de l'extrême droite qui est clairement devenu le deuxième parti de France après celui des abstentionnistes. Donc il y a vraiment à méditer cette situation et peut-être à faire le lien avec les années 30, les années 40. Voilà, en tout cas, une grande inquiétude. Pour donner une autre vision de la réussite, c'est vrai que encore hier, j'étais en assemblée générale avec des militants et je parlais avec un militant plutôt original par rapport à ce qu'on a en section, c'est-à-dire un patron de gauche. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Et ça contribue aussi d'avoir une autre vision par rapport aux valeurs, par rapport aux militants. Et il me disait qu'il était dégoûté par le fait que la politique était devenue professionnelle. C'est-à-dire qu'ils font tous les mêmes études, ils font tous l'ENA, et puis ils vont tous dans les mêmes endroits, et on les retrouve dans les mêmes ministères, et c'est tout le temps les mêmes pendant 40 ans. Et du coup, je suis arrivée à lui dire, mais non, pas tous, quand même, pas tous. On a bien eu un Premier ministre qui était prof d'allemand, hein. On a même eu un Premier ministre, fut un temps, qui était à la base ouvrier, qui a gravi les échelons, même si le pauvre a très mal terminé. Et du coup, il est venu presque à me dire, vous êtes tous pareils. Et du coup, je dis non, nous ne sommes pas tous pareils. Et du coup, je me suis exprimée sur mon parcours. Et quand je lui ai appris que j'ai mis 15 ans avant de décrocher mon premier CDI et que j'avais bien galéré et que j'étais bien passée par une multitude de métiers, de fonctions et de statuts, il est resté un petit peu bouche bée. Donc, quelque part, ça conforte encore l'idée qu'on a besoin de donner à voir d'autres profils plus représentatifs de la population, d'autres profils d'hommes et de femmes politiques. Tout simplement pour que les habitants puissent se retrouver en reflet et puissent se dire, oui, celui-là ou celle-là, il peut me comprendre, il a vécu les mêmes choses que moi, on peut se comprendre. Et je pense qu'il y aura aussi une forme d'indulgence du coup, probablement, c'est peut-être mon côté très optimiste sur la nature humaine, mais probablement que les habitants seront plus réceptifs, d'accord, mais en même temps dans l'empathie et de dire, bah oui, bon, ils se sont tollés, ils se sont plantés, bon, pourquoi pas. Et puis du coup, ça réhumanise aussi l'image de l'homme et de la femme politique. On est finalement comme tous les autres, avec nos forces, certes, mais aussi avec nos faiblesses qu'il faut affirmer, peut-être pas affirmer, mais en tout cas assumer, ne pas se cacher derrière son petit doigt en disant en tant qu'homme ou femme politique, je suis le plus fort. C'est pas possible. Sur mon parcours, donc grosso modo, mais après s'il faut le détailler, on en reparle bien évidemment. Sur mon parcours, donc juste dire que moi je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans, issue donc d'une immigration économique, puisque mon père, on a été le chercher finalement dans son village pour reconstruire la France, pour venir travailler dans les comment on appelle ça, dans les fermes françaises en Corse, et puis ensuite à Nantes dans les usines. Donc j'arrive à 2 ans à Nantes pour rejoindre mon père avec maman et mon petit frère. Et là, j'ai une vie finalement assez normale, en tout cas je pensais assez normale, école, maison, même si je comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'on devait mettre une demi-heure à pied pour rejoindre l'école à la Bottière alors que nous étions au Perret. Puis c'est vrai qu'à l'époque on traversait quand même pendant 20 minutes plutôt des champs.
Ça a bien changé depuis, bien évidemment. Voilà. Et puis c'est vrai qu'à l'école, j'étais plutôt une enfant plutôt réservée, qui observait beaucoup et réservée. Voilà, donc un parcours pas très brillant. Je redouble même mon CM2. Et puis là, mon père me dit, tu redoubles, c'est de ta faute. Mais en vrai de vrai, j'étais une élève moyenne, donc j'aurais pu passer en 6e, mais je sais pas pour quelle raison. On a préféré me faire redoubler, mais finalement c'était un bien. Et mon père, je me souviens, m'avait dit, de toute façon, si la maîtresse, la directrice dit qu'il faut que tu redoubles parce que t'es nul, c'est qu'elle a raison. Donc tu te tais. Bon, ça marque, ça forge aussi, mais ça marque. Ensuite, au collège, plutôt élève moyenne en général, avec quelques points forts en langue, et puis des rencontres avec des profs assez exceptionnels. Moi, je me rappelle de ma prof d'anglais, de ma prof de français. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais envie de tout donner, que j'étais plutôt bonne dans ces matières-là. À tel point que je me souviens en 5e, j'ai proposé, alors beaucoup de culot, hein, vraiment beaucoup de culot. J'ai été voir le principal et puis je lui ai dit voilà, enfin d'abord mon prof de français qui était d'accord et puis le principal en lui disant voilà, j'aimerais monter une troupe de théâtre avec mes camarades de 5e. On voudrait écrire et jouer et s'entraîner puis après jouer une pièce de théâtre. Est-ce que vous nous mettez à disposition la cantine, le réfectoire puisqu'il y avait une scène de théâtre? Et à l'époque, c'était faisable. Les temps ont bien changé. Et ils nous ont fait confiance et ils nous ont donné les clés du réfectoire. Et puis, on a joué le jeu et on a écrit nous-mêmes. On savait pas faire, mais on a écrit, voilà. Et on a joué. On a eu l'honneur d'aller jouer dans notre école primaire, qui a aussi joué le jeu. Ça se pourrait plus aujourd'hui. On pourrait plus le faire. On est venu de jouer devant les CM2 et c'était vraiment une expérience très intéressante. Et puis ensuite en 3e, là aussi sans vraiment calcul, sans vraiment conscience comme je pourrais l'avoir aujourd'hui. Je suis déléguée de ma classe de 3e et ensuite je suis élue déléguée des délégués. Et là je commence à rentrer un petit peu dans ces mécanismes que je soupçonnais pas du tout. Mais finalement je prends pas conscience de tous les enjeux qu'il y a derrière. Ensuite, le lycée, plutôt là aussi un parcours assez moyen, avec toujours mes points forts en français, anglais, histoire, géo, parce que très passionnée du coup de lecture. Et c'est vrai que cette période, elle est marquée un petit peu par, j'arrive dans un lycée, et puis dans une classe où je suis quasiment la seule de mon ancien collège qui était plutôt populaire et je me retrouve avec des classes plutôt moyenne plus, des élèves de classe moyenne plus. Et c'est vrai que même si j'en ai pas vraiment conscience à ce moment-là, mais les comportements s'apparentent plutôt à de la mise à distance. Voilà, j'étais pas vraiment comme eux, donc on me tient un petit peu à distance. Mais à l'époque, j'ai peut-être un petit peu gourde. Je vois pas ça comme ça parce que le racisme, je connais pas, la discrimination, je connais pas. Enfin, c'était absent de mon éducation et de mon parcours jusqu'à présent. Donc, je trouve ça presque normal et finalement, je me dis, c'est pas grave, j'ai pas besoin nécessairement d'être appréciée ou intégrée à leur groupe. Donc, je vais lire à la récré. Je vais lire pendant les pauses. Et c'est comme ça que j'ai découvert tous les auteurs français et j'ai beaucoup aimé cette période-là pour ça. Je passe mon bac, voilà. Et puis du coup, une petite anecdote, c'est que quand je passe mon bac, je fais comme tout le monde, je postule en BTS, enfin je candidate pour un BTS puisque c'était le sésame à l'époque. On nous disait il faut faire un BTS parce qu'on est sûr d'avoir un travail au bout de 2 ans. Et puis je reçois un accord de Camus, donc je suis prise en BTS à Camus. Et en même temps, je vois la déception dans les yeux de mes parents qui me disent « Mais nous, on aurait préféré que tu fasses une fac de droit. » En fait, c'est le seul cursus, le seul niveau d'études et la seule filière qu'ils connaissent, tout simplement parce que au Maroc, on a un frère et une sœur de maman qui a fait des études de droit. Voilà, c'est la seule raison. Et du coup, ça me fait réfléchir et du coup, je vais m'inscrire en fac de droit. Et je reçois un appel quelques jours après de Camus qui était étonné de ne pas recevoir mon dossier complété pour accord. Et là, je leur dis, non, je viens pas faire mon BTS. Et la dame me dit, ah bon, vous êtes pris dans quel autre BTS? Et je lui dis, non, je ne vais pas faire un BTS. Ah bon, vous allez faire quoi? Je dis, je me suis inscrite en fac de droit. Et il y a eu un petit silence et elle m'a dit, est-ce que vous êtes sûre de ce que vous faites? Je peux vous dire aujourd'hui que j'étais très sûre. Et en plus, j'en suis très très contente. Je ne regrette absolument pas.
Fac de droit, donc des années très enthousiasmantes où là, finalement, je découvre un petit peu le monde et la vie puisque à travers le droit, les règles, je découvre un petit peu l'organisation de la société, l'organisation des rapports entre les uns et les autres, etc., etc. Et finalement, ça m'ouvre sur un certain nombre de choses que je n'avais pas, d'informations que je n'avais pas nécessairement dans mon environnement familial, social. Et puis après mes diplômes que j'ai avec beaucoup d'honneur, enfin voilà, je postule pour la première fois pour des jobs parce que les circonstances font que je ne peux pas continuer après ma 4e année de droit, les circonstances économiques bien évidemment. Et là, je commence à me prendre dans la figure la vraie discrimination, celle que je soupçonnais déjà au lycée et que finalement là je côtoie de très près. Et puis là, aucune réussite pour avoir un emploi dans le privé. Et il s'avère que Jospin sort les emplois jeunes et grâce aux emplois jeunes de Jospin, je décroche mon premier job à la protection judiciaire de la jeunesse pour m'occuper de mineurs en danger ou délinquants. Donc le challenge et la mission me font honneur. Je suis hyper heureuse et honorée de pouvoir contribuer à aider ces petits jeunes. Et j'étais pas beaucoup plus vieille qu'eux en plus à l'époque, puisque on avait même j'avais la petite vingtaine et ils arrivaient sur leurs 17-18 ans. Donc je me sentais vraiment dans une mission un petit peu de grande sœur. Mais pour être tout à fait sincère, je découvre aussi les failles, oui, on va dire les failles du système. Et j'en suis assez dégoûtée, pour tout dire, puisque je me rends compte que c'est pas toujours pour ces jeunes que le système est là. Voilà, pour pas en dire trop et pour pas taper trop sur l'institution. Je pourrais développer si tu le souhaites. Voilà, donc au bout de 2 ans, je quitte cette institution et je me mets en difficulté puisque je deviens précaire. Mais c'était pas raccord en fait avec mes valeurs. Ça me donnait vraiment des boules à l'estomac d'aller tous les matins faire semblant d'aider et puis que je savais très bien que de toute façon on n'aidait pas tant que ça. Oui, certes, on leur apprenait des métiers de coiffure, de mécanique, oui, quelques techniques. Mais enfin bref, je suis très insatisfaite et très 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 critique. Donc je me mets en précarité et puis ensuite je continue à postuler sans succès sur les métiers qui m'intéressent et qui sont raccord avec mes diplômes. Et là je réponds à une offre au conseil régional pour être vacataire, pour faire de la formation sur les questions européennes. Je me dis pourquoi pas, ça peut être un tremplin. Et là je suis recrutée, mais comme tout vacataire, en très grande précarité. La précarité ne me satisfaisant pas, et puis ne me satisfaisant pas aussi d'être dans la complainte et peut-être de me dire que c'est la faute des autres. Je réagis et du coup je monte mon premier business en fait, voilà, pour faire du conseil juridique aux représentants du personnel. Ça a été une expérience très très riche, donc j'ai eu quelques missions, donc j'ai pu me confronter un petit peu à ça, mais là aussi très rapidement je me rends compte que c'est pas jouable, je peux pas en vivre et je me dis tout simplement que c'est peut-être moi qui ai la mauvaise méthode, je suis peut-être pas douée, j'ai pas les bons concepts marketing, j'ai pas la bonne com, je sais pas m'y prendre. J'étais bien sûr à des années-lumière de m'imaginer la vraie réalité. Donc du coup, je me dis, je dois compléter mon cursus juridique par une école de commerce. Donc là aussi, je tape à toutes les portes pour pouvoir être financée. Alors là, la galère des galères, je rentre dans aucune case. Et du coup, je me débrouille pour m'auto-financer une formation à Audencia en management. Et le destin veut que, à la suite de ça, je retourne à mes premiers amours, c'est-à-dire que je trouve mon premier job pour faire du conseil juridique, alors que je voulais faire plutôt de la RH ou de la formation, etc. Et finalement, ce que m'a apporté Audencia, en fait, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur une réalité, une très très grande réalité, c'est-à-dire que plus que les diplômes, si vous n'avez pas les bons contacts, si vous n'avez pas les bons réseaux, si vous n'avez pas la bonne méthode de lobbying, vraiment, de lobbying, et puis d'amitié avec certains cercles, franchement, vous n'y arriverez jamais. C'est ce qui expliquait très probablement que je n'avais pas eu beaucoup de missions
auprès de direction de ressources humaines quand j'ai monté mon business. Donc voilà, j'en tire les conclusions qu'il faut et du coup je réagis avec quelques amis et on monte le club Capacité pour justement créer notre propre réseau, faire du partage d'informations, du partage d'expériences et pourquoi pas du partage de business en 2007-2008. Et chose très improbable, 2008, fin d'année 2008, début d'année 2009, je suis contactée dans des circonstances particulières par le cabinet de Jean-Marc Ayrault, qui avait entendu parler de moi très probablement, et qui me demande de postuler pour un poste d'attaché parlementaire. Donc j'arrive en politique sans aucun calcul, sans aucune formation finalement, par hasard, vraiment par hasard, parce que j'avais une grande gueule et que les injustices ne me convenaient pas encore une fois et que je l'ai exprimé. Voilà sur mon parcours. Donc, mais malgré qu'on soit venu me chercher, on m'a pas donné le poste d'attaché parlementaire, puisque si mes souvenirs sont bons, la procédure dure de janvier jusqu'à fin mai. Je suis reçue quand même à l'occasion de 4 entretiens par le cabinet de Jean-Marc Ayrault, qui étaient quand même, c'était pas des entretiens avec 1 ou 2 personnes, c'était carrément tout le staff de cabinet avec les directeurs adjoints et de Nantes Métropole. Enfin, voilà, c'était toujours 4-5 personnes et puis bien sûr avec un entretien de clôture avec le député maire, ce qui est complètement logique. Donc on me l'a pas donné, on me l'a pas servi sur un plateau d'or, un plateau d'argent ce poste. Voilà, mais j'y suis allée avec tellement peu de conviction vu mon parcours, n'ayant fait ni Sciences Po, n'étant ni un pur produit du MJS ou un pur produit du PS, que de toute façon j'y suis allée vraiment les mains dans les poches, plus pour vivre l'expérience que pour décrocher le job. Et quand j'ai vu quand même que j'étais convoquée à mon 3e et mon 4e entretien, non, là j'ai fait les choses quand même sérieusement et j'ai essayé enfin en tout cas toujours avec naturel de me dire que c'est jouable. J'ai pas joué de posture, j'étais moi-même bien évidemment, de toute façon j'aurais pas pu être autre chose, mais en tout cas en me disant peut-être que, et puis finalement je crois que ça a payé. Voilà, ça c'est sur le parcours et c'est ce parcours-là que je raconte quand je rencontre surtout les jeunes pour leur dire un seul message: ne baissez pas les bras, tout est jouable et que même si on échoue, il faut se relever parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et c'est vrai que les rencontres ça joue beaucoup, mais l'optimisme et de pas lâcher l'affaire. Ne jamais lâcher l'affaire. Ne jamais se faire imposer par les autres qu'on est des nuls et qu'on n'y arrivera jamais. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi j'ai mon objectif, je fonce et il n'y a que moi qui déciderai le jour où j'arrêterai. Et ça, je pense pour l'avoir vécu à Carquois très dernièrement devant des lycéens, je pense que ce message il peut porter quelques fruits. Donc ça, c'est sur la vision, donner une autre vision de la réussite. Sur la politique face à l'économie et à l'emploi, donc quand Jospin disait la politique ne peut pas tout, oui, complètement d'accord. Donc je l'ai développé dans le premier enregistrement. Après, c'est vrai qu'on est dans une situation où on doit expliquer aussi, on doit toujours être dans la pédagogie, expliquer aux gens, aux habitants, qu'on est dans un contexte de mondialisation. On peut plus regarder le marché du travail, le marché économique français sous le seul angle, sous la lorgnette uniquement franco-française. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'excuse pas le pouvoir du politique, ou peut-être l'incapacité du politique, parce que d'abord on a une obligation de pédagogie. On a aussi une obligation de respecter les scrutins, parce que moi, ce que j'entends, même si j'en étais loin en 2005, pour tout dire, pour être sincère, j'ai même pas voté le traité pour ou contre le traité de 2005, donc voilà, j'avais mes raisons. Peut-être comme les plus de 50% qui ne se bougent pas aux élections, et voire plus, vu la législative partielle qu'on a eue dimanche dernier, les 75%, je faisais partie de ces gens-là en 2005 et à d'autres moments. Parce que finalement, on a encore donné la démonstration que le peuple s'exprime, mais le politique n'en a que faire.
et par la fenêtre, ils nous imposent ce qu'ils avaient déjà prévu. Donc comment est-ce qu'on peut être crédible après? Comment est-ce qu'on peut revenir devant les gens et leur dire mais non, venez, rentrez plus tôt de votre week-end, rentrez plus tôt de votre dimanche chez votre maman, votre papa pour venir voter, nous donner votre avis. Mais de toute façon, on n'en a que faire. Donc ça suffit. À un moment donné, on a cette responsabilité-là, puis il faut arrêter un petit peu de se foutre de la tête des gens. Soit on leur dit clairement, c'est juste, voilà, donnez-nous notre avis, mais de toute façon, nous, on a déjà notre idée. Soit on leur dit non, de toute façon, on est contraint par votre avis. Mais à un moment donné, il faut être clair sur le deal, quoi. Il faut être honnête sur le deal. Et sur l'économie, là aussi, quand on propose aux habitants, là, plus pour une présidentielle et puis pour un projet législatif, pour une mandature, quand on dit je vais faire ceci, je vais faire cela, moi président, ou d'autres, hein, parce que c'est Sarkozy aussi, c'est comment il s'appelle, Chirac aussi, mais on peut remonter très loin, ça peut être aussi Mitterrand, qui est élu en 81 sur un programme, et puis 2-3 ans après, il fait complètement le contraire. Donc moi je veux bien, mais on va pas m'expliquer on va pas me faire croire que ces grands hommes politiques, ils ne savaient pas qu'ils seraient contraints, surtout aujourd'hui, par des considérations de mondialisation et aussi par des considérations européennes. Moi j'aurais aimé un candidat ou une candidate qui nous dise voilà, moi j'aimerais dans l'absolu faire ça, mais ce n'est pas possible parce que nous avons des contraintes européennes et nous avons un contexte de mondialisation. Je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas. Pourquoi, pour une fois, on n'aurait pas des hommes et des femmes politiques qui nous disent « Je vais être clair avec vous, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Ma marge de manœuvre c'est celle-ci. » Plutôt que de nous vendre du rêve à tire-larigot et que dans des situations vraiment de désespoir et de faiblesse finalement, on y croit, parce qu'on a le droit aussi en tant qu'habitant d'être dans de la faiblesse et d'espérer et de se dire finalement oui, quelque part nous aussi on se voile la face, mais je pense que nous en tant que citoyens on a moins de responsabilités que celui ou celle qui candidate a de très très hautes responsabilités. Voilà, donc je nous excuse nous d'être un petit peu naïfs et de croire au réenchantement, mais je n'excuse pas les hommes et les femmes politiques de nous vendre du rêve tout en sachant que ça va être difficile. Voilà. Je préfère toujours le discours de vérité. Sur la fierté d'être français, voilà, j'ai déjà développé dans le premier enregistrement que si j'y croyais pas, si je n'étais pas fière d'être française, je pense que je me battrais pas tous les jours pour des convictions de solidarité, des convictions d'égalité. D'égalité, tiens, ce mot qu'on a beaucoup oublié, et bien évidemment des considérations et des valeurs de fraternité. Ce que je peux rajouter, c'est que plus que jamais, le fait que les valeurs de gauche ont été mises très à mal par des hommes et des femmes de gauche, je pense bien évidemment à la question de la déchéance, ça me donne envie encore plus d'afficher cette fierté d'être français. Pourquoi ? C'est comme pour cette question d'afficher que je me suis toujours refusée d'afficher, celle de mes convictions religieuses. Jusqu'à janvier 2015, j'ai toujours fait en sorte que, même si j'étais pas dupe et pas naïve, j'ai toujours fait en sorte d'esquiver la discussion avec ceux qui voulaient m'emmener sur ce terrain-là. Après 2015, donc petite parenthèse, et après les attentats de 2015, je me suis senti la responsabilité de m'exprimer, et bien évidemment j'ai écrit, j'ai même coécrit avec un certain nombre de personnalités, et j'ai affiché dans cette tribune ma confession. Mais là c'est le contexte qui faisait que sur l'affichage de ma fierté d'être française, là aussi plus que jamais, parce que quand on commence à catégoriser les Français, à un moment donné, voilà, il faut être là aussi, c'est une mesure quand même assez radicale, donc on doit aussi dans nos prises de position et dans nos postures être radical. Et je sais que j'ai eu là aussi quelques discussions avec des personnes et dont une avec avec deux militants, un collègue adjoint et une militante qui m'ont fait finalement chaud au cœur sur ma posture. Quant à ma posture, c'est quand ils m'ont dit
pour le premier, mon collègue adjoint, qui m'a dit, écoute Yamna, avec mon épouse, cette histoire d'échéance, on voit pas trop bien quelle position avoir parce que on a tout lu, on a regardé des émissions, on a essayé de comprendre, on a été sur Internet et on est un petit peu gêné parce que franchement, ça peut se justifier. Et je l'ai regardé et puis je lui ai dit, je vais pas dire son nom, Monsieur X, tu sais, devant toi, là, tu as quelqu'un de binational. Et il me regarde, il me dit, comment ça, tu es binational? Je dis, oui, bien évidemment, je suis binational et en plus de ça, je n'y peux rien. Ce n'est pas un choix. Il me dit, alors là, je comprends pas. Je dis, écoute, moi, je suis française, mais également marocaine, parce que Hassan II avait fait un accord avec la France il y a des décennies pour que les Marocains, les enfants de Marocains, les petits-enfants de Marocains soient tout le temps marocains. Quoi qu'il arrive, ils seront toujours marocains et on n'y peut rien. Et la France a accepté. C'est-à-dire que quand je suis au Maroc, je ne suis pas française. Quand je suis en France, je suis française. Je peux choisir. Non, je peux pas choisir. Je suis française. Mais si je vais aux États-Unis ou en Allemagne, j'ai le choix de faire jouer l'une ou l'autre de mes nationalités. Et ça, j'y peux rien. Donc si moi, demain, on catégorise les Français, bien évidemment que moi, Yamna Shrira, je n'ai aucun projet d'attentat, je n'ai absolument aucun projet de radicalisation. Mais derrière ce qui se jouait, c'est pas tant ça. Parce que ça, bien évidemment, je suis pour qu'on soit hyper radical avec les radicaux. Mais ce qui se jouait, c'est que demain, on ouvrait la fenêtre et la porte, demain, à des populismes, à des extrémismes qui décideraient, pour d'autres raisons que ceux du terrorisme, de nous mettre quelque part ou de nous exclure de... Voilà, c'était ça qui se jouait pour moi derrière. Et du coup, je n'aurais absolument pas le choix. Je serais potentiellement renvoyée au Maroc. Or, je suis désolée, j'ai beau en théorie et sur le papier avoir la binationalité. Moi, ma vie, elle est à Nantes, elle est en France. Mes investissements professionnels, associatifs et politiques, ils sont en France. Je ne sais pas comment à 41 ans je pourrais comment on pourrait me déraciner et reprendre une vie au Maroc à 41 ans. Mes parents l'ont vécu à 20 ans, c'était très très dur. Alors imaginez-moi à 41 et des brouettes. Enfin, c'est quand même aberrant. Et là, il m'a dit « Ah oui, je comprends mieux ». Et quelques jours après, je rencontre une militante et j'étais avec ma mère, en fait. On s'est rencontrés devant un cabinet médical et ma mère... porte le foulard, voilà. Et du coup, quand je lui présente ma mère, elle me regarde avec des gros yeux. Donc déjà, elle n'avait pas percuté que moi, comme elle me voit tous les jours, enfin comme elle me voit à chaque fois dans nos réunions politiques, je côtoie aussi des mamans, des femmes avec des foulards et que voilà. Donc ça l'a interrogée. Donc on a eu une discussion à ce sujet assez intéressante. Et puis ça a bifurqué sur la déchéance de nationalité. Et quand je lui ai retenu le même propos, elle m'a dit qu'elle était très très contente qu'on ait eu cet échange parce que elle n'avait pas du tout compris le débat comme ça. Donc finalement, on en arrive à expliquer des choses et aller sur des sujets, dévoiler des sentiments personnels, des convictions personnelles, des situations personnelles qu'on n'avait pas nécessairement envie d'exposer. Mais s'il faut le faire, écoutez, on le fera. Mais c'est quand même assez difficile. Ensuite, sur l'inspiration, impliquer les jeunes et l'inspiration à la jeunesse. Donc ça fait le lien aussi avec donner à voir des parcours pas monolinéaires à nos jeunes. Et puis je trouve qu'il y a vraiment un très 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 grand enjeu par rapport à cette jeunesse. Alors moi j'étais très enthousiaste bien évidemment en 2012 quand le candidat PS avait mis en avant comme objectif des 5 prochaines années la jeunesse, et puis que finalement au bout de 4 ans je reste quand même assez sceptique, vraiment. Pourquoi c'est un enjeu capital plus que jamais? Parce que, oui, bien évidemment, c'est la relève de demain, c'est les dirigeants de demain, c'est eux finalement qui
qui auront les clés du pays demain quand nous, on aura un certain âge. Et que voilà, donc si on les forme mal, si on les accompagne mal, on aura finalement les dirigeants qu'on mérite, puisqu'on aura formé la jeunesse finalement peut-être très mal. Mais aussi dans le contexte actuel de radicalisation de la jeunesse, on a aussi ce double objectif. Quand j'entends des jeunes tellement désabusés, tellement crispés et tellement inquiets quant à leur avenir, et puis aussi tellement dégoûtés par rapport au message et puis à ce qu'on leur donne à voir en termes de posture du personnel politique, de projets d'avenir, qu'ils soient économiques ou éducatifs, même si c'est vrai que pendant le bilan Hollande sur certains sujets n'est pas si mauvais que ça. Je pense aux réformes de Najat Vallaud-Belkacem. Bon, il y a eu quand même des avancées. Mais globalement, là c'est vraiment des grands traits que je suis en train de faire. Globalement, voilà, en 2016, c'est pas très enthousiasmant pour eux. D'ailleurs, il paraît qu'ils sont même dans la rue en ce moment. Dans la rue, et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des très grandes violences pendant les manifestations. Et là aussi, il faudra analyser et tirer les conséquences parce que voilà, on voit des débordements qui sont réalisés par une autre frange de la jeunesse, celle qu'on oublie très souvent, celle qui justement n'est pas, parce que celle qui est dans la rue, c'est celle qui a des diplômes, qui aspire à avoir des diplômes et qui aura des diplômes demain et qui aura en tout cas un minimum d'outillage pour aller sur le marché du travail. Mais on a vu en marge des manifs un certain nombre de jeunes dont on parle de moins en moins, qui eux sont les décrocheurs scolaires et qui eux ne sont pas outillés, pas suffisamment outillés pour trouver du travail demain, et là aussi on doit y réfléchir et tirer les conséquences. Et quand j'entends donc des messages de radicalisation de jeunes qui disent de toute façon vous nous construisez aucun avenir, on n'a aucune aspiration, on n'a aucune espérance et on n'a finalement ils se projettent pas dans l'avenir, et qu'ils se voient être utiles ailleurs, être utiles dans des schémas radicaux, quitte à y laisser leur vie, ça interroge. C'est ça ce qu'on déclenche, c'est ça ce qu'on provoque pour notre jeunesse. Et je peux vous dire que il va vraiment falloir qu'on se pose les bonnes questions et qu'on réagisse. Parce que moi, c'est pas ça que j'ai envie de donner à la jeunesse de demain. C'est pas cet espoir-là d'aller se foutre en l'air dans des pays pour des mauvaises raisons. Mais en vrai, la raison derrière, c'est parce qu'ici, ils ne trouvent pas leur bonheur. Et ils pensent le trouver ailleurs, en étant utiles. Donc il va falloir là aussi expliquer que non. D'abord, c'est à nous de leur donner envie de rester, parce que c'est eux les leaders de demain, et qu'ils ont un rôle à jouer ici. Ils n'ont pas un rôle à jouer ailleurs. Je pense bien évidemment à la Syrie. C'est bien trop compliqué ce qui se joue en Syrie. C'est beaucoup plus compliqué que ce que veulent nous faire croire certains médias radicaux, certains sites internet et certains vendeurs de rêves, ultra barbus, on va dire ça comme ça, mais je reprendrai cette formule s'il te plaît parce qu'elle ne me convient pas. Voilà, donc on a une très grande responsabilité par rapport à nos jeunes, donc éducation, pédagogie. Tout ça, bien évidemment, en lien avec les sujets de citoyenneté. Donc moi, je regrette, j'ai beaucoup regretté pendant longtemps que l'éducation nationale, alors bien avant Hollande, et d'ailleurs c'était pendant la droite que ça a été décidé, que on a rayé bon an mal an les cours d'éducation civique des programmes. C'est très important que dès les premiers âges, dès les premières années d'école, on explique aux enfants finalement le dénominateur commun entre les citoyens, le dénominateur commun entre les habitants d'un pays, parce qu'on a des citoyens français, mais on a aussi des résidents. Donc c'est quoi les dominateurs communs? Oui, bien évidemment, c'est la devise républicaine, mais c'est aussi toutes les valeurs de solidarité, d'entraide, j'irais même dire de compréhension des uns et des autres, de tolérance, de laïcité, bien évidemment, pour un peu que ça soit la laïcité qui permet le mieux vivre ensemble, et la tolérance, pas celle qui exclut et qui stigmatise, bien évidemment.
Voilà. Après, sur les questions d'intégration et d'assimilation, moi j'en ai un petit peu marre, quoi, qu'on nous fasse tout le temps le procès d'intention de mais oui, mais ces gens-là ne sont pas assimilés, ils sont pas assimilables. Mais bazar, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus en termes d'assimilation? Est-ce que l'assimilation, c'est venir devant Pierre, Paul et Jacques et leur dire bah regardez, j'ai une tranche de jambon et je vais la manger devant vous pour que vous puissiez me délivrer un certificat de conformité, un diplôme d'assimilation? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Moi, je préfère quelqu'un qui mange pas de jambon, mais qui fait beaucoup pour la cité, qui est dans l'entraide, qui s'implique dans des associations, qui s'implique en politique et qui défend des valeurs républicaines. C'est ça le plus important. C'est pas les apparences, c'est pas le marketing, ce que j'appelle moi le marketing. Oui, c'est ça, les apparences. Moi, je veux du concret. Concrètement, qu'est-ce que tu mets sur la table pour dire que tu es assimilé, que tu es intégré? Montre-moi que tu es intégré. Oui, tu parles français, tu as fait des efforts, tu as pu bénéficier de l'éducation républicaine et tu en as, entre guillemets, fait bon usage parce que tu as compris les valeurs, tu t'es impliqué, etc. C'est ça, finalement, le plus important. Hein. Après, moi, j'en ai que faire des convictions religieuses des uns et des autres, bien au contraire. Ou même ceux qui n'ont pas de convictions religieuses. Moi, j'accepte absolument toutes les convictions ou non croyances. Donc voilà, ça devient vraiment insupportable ces procès en intention, surtout avec ce débat après qui a eu lieu sur la binationalité, c'est-à-dire que c'était encore un levier pour dire finalement ces gens-là, parce que finalement il faut se dire les choses clairement, ces gens-là, c'est-à-dire les gens issus de l'immigration, les Français issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne, ils sont pas assimilables. Alors moi derrière j'ai envie de vous dire avec beaucoup de tranquillité, soyez honnêtes. C'est quoi le problème? Donc c'est pas une question de papier, c'est pas une question de nationalité. Ce qui gêne c'est un certain nombre de personnes. Bah, disons les choses avec toute la tranquillité qu'il faut, mais avec toute l'honnêteté aussi qu'il faut. Peut-être que c'est une question de faciès. Très probablement. Bon, c'est la conclusion que je tire. C'est une question de faciès. Parce que on se pose pas la question de l'assimilation alors c'est très anecdotique, mais c'est en même temps très révélateur. Quand nous avons, alors chez les Maghrébins, nous avons une catégorie de personnes parce que l'hérédité, parce que voilà, par exemple du nord du Maroc, qui sont très typés, très peu typés finalement, plutôt blancs. Pour en avoir dans ma famille, avec des yeux plutôt verts, des cheveux plutôt clairs. Et pour un peu que la personne s'appelle Sarah, en l'occurrence, voilà, c'est du vécu dans ma famille, pour un peu que la personne s'appelle Sarah, tout de suite on se dit, bah, elle est comme nous. Enfin, c'est un certain nombre de personnes, pour vraiment l'avoir vécu, voilà, c'est une Française, ce qu'on appelle de souche. Mais quand on explique avec la cousine que elle est d'origine marocaine, là tout de suite les gens vous voyez sur leur visage une espèce de mimique, c'est assez rigolo en fait. Donc du coup ça me conforte dans l'idée de est-ce que le problème il n'est pas de faciès? Est-ce que le problème c'est pas le faciès? Voilà. Et je pense qu'à un moment donné il faudra avoir l'honnêteté intellectuelle de poser peut-être aussi ces choses-là. Concernant la laïcité, alors moi je me suis jamais posé la question de est-ce que j'étais laïque ou pas, est-ce que la France était laïque ou pas, parce que depuis toujours on n'avait pas ces problèmes-là, on vivait tous les uns et les autres à l'école, dans l'entreprise, dans le quartier, avec nos différences, et ça se passait même très bien. Et puis là on a vu apparaître depuis 89 avec la première loi sur le foulard, on a vu apparaître en fait des mouvements. Alors après, il faut décoder derrière ce qui se joue, c'est-à-dire un peu les mêmes postures quant à la prise de pouvoir, à l'influence des mouvances laïques, comme dans les années 1900, en fait 1900-1905, qui la période de la rédaction de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Et là, on a commencé à avoir une laïcité qui commence à exclure de plus en plus. On exclut, voilà.
Et même si je suis assez d'accord sur le fait que l'école ne doit pas être un lieu où les enfants viennent exprimer des convictions religieuses parce que justement ce sont des enfants. Par contre, sur tout le débat sur l'université, à l'université, là, je peux pas me retrouver dans la posture du Premier ministre. C'est pas possible. Je rejoins pleinement les préconisations de l'Observatoire de la laïcité, de son président et de son secrétaire général. Enfin, moi, je suis plutôt pour une laïcité de tolérance et plutôt inclusive. Et quand j'entends dire les plus extrêmes de la laïcité, dire la laïcité, on ne doit pas lui adjoindre des mots comme laïcité inclusive ou laïcité exclusive ou je suis désolée, on en arrive à être obligé de le faire parce que normalement en lui-même le mot se suffit. Pour moi, la laïcité se suffit à lui-même puisque c'est l'outil, c'est l'arme juridique qui permet le vivre ensemble, la tolérance, etc. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu l'arme pour un certain nombre de personnes pour exclure d'autres. Voilà, clairement. Ceux finalement qui ne pensent pas comme eux ou ceux qui... après voilà, il y a d'autres enjeux qui se jouent derrière et c'est dommage que qu'on ne décode pas assez auprès des habitants, des Français, ce qui se joue vraiment derrière. Après, j'ai envie de dire sur un ton un petit peu de la rigolade, nul n'est censé ignorer la loi, donc nul n'est censé aussi rechercher, et on a aujourd'hui tous les moyens de rechercher, avec Internet, avec ce qu'il y a de mauvais, mais aussi ce qu'il y a de bien avec Internet, de chercher des compléments d'information et peut-être des décodages. Voilà, donc moi je sais que je ferai toujours en sorte de défendre ce qu'il y a dans la loi et je m'attacherai à la loi de 1905 et pour la laïcité, je m'attacherai à la loi. Après, quant à son interprétation, je veux bien débattre avec les uns et les autres. Je suis complètement ouverte au débat, mais je refuserai toujours qu'on stigmatise et qu'on exclue des gens parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Ça revient donc à la thématique du fait religieux dans la vie publique française, enfin dans la sphère nationale. Moi, je regrette beaucoup le fait qu'on n'enseignait pas, qu'on enseignait très peu le fait religieux, pas les religions, mais le fait religieux. Et je suis pour qu'on enseigne aux enfants et aux adolescents les faits religieux, mais également les autres faits philosophiques. Les autres faits philosophiques, les autres, l'athéisme, pourquoi pas, etc., etc. Pourquoi ? Parce que c'est en expliquant, en donnant à voir le champ des possibles que on développe l'esprit critique aussi des enfants, des jeunes, et du coup, ça permet de pas survaloriser un fait religieux plus qu'un autre, et finalement, ça permet de donner à la personne toutes les données pour prendre des décisions, toutes les informations et peut-être même l'envie d'aller chercher après à creuser les sujets. Sur les Français de l'étranger, je pense que ce sont des Français qui apportent beaucoup à la France parce qu'ils sont aussi des représentants à l'étranger du modèle français, de la richesse française, de la culture française, du modèle français, des droits de l'homme, de la devise républicaine, etc. Et je regrette que justement on ne donne pas suffisamment à voir on valorise pas suffisamment ces relais à l'international et qu'on ne donne pas suffisamment à voir ce qu'ils portent, leur impact et peut-être qu'on ne s'appuie pas suffisamment, je sais pas, il y a quelque chose à réfléchir autour de ça, on ne s'appuie pas suffisamment sur ces forces vives à l'étranger et sachant que quand ils reviennent en France, là aussi il y a quelque chose à travailler parce que ce sont des richesses énormes, parce qu'ils se sont enrichis de cultures et de systèmes différents et peut-être qu'on a des choses, enfin non, je suis certaine qu'on a des choses à apprendre également de ces Français-là. Voilà, monsieur. Pourquoi tu fais ça ?